Ok, alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'aucune vidéo n'a été publiée sur cette chaîne YouTube et donc pour marquer le coup, écoutez, je vous propose tout simplement une vidéo en partenariat avec un collègue et ami, avant tout, qui s'appelle Marc, qui va se présenter et qui va présenter un petit peu aussi le contexte de cette vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire un point marché, un point analyse des marchés actions en 2022. Le contexte est particulier, les marchés actions sont assez turbulents et donc aujourd'hui, avec la participation de Marc, on va vous présenter les marchés actions, comment ils ont évolué récemment et puis qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux dans les prochains mois. Donc, du coup, dans cette vidéo, on va parler d'inflation, on va parler de stagflation, on va introduire des termes comme ça, d'instabilité géopolitique, de risque obligataire, voilà, politique monétaire. Le but, c'est de vous donner une vue des marchés financiers et pas que financiers, enfin des marchés dans la globalité pour essayer de prendre des décisions d'investissement. Pour la zone euro, pour les États-Unis et pour le Japon. Donc sur 12 mois glissants. Un bref rappel, le taux d'inflation pour ces zones-là, il est 2%. C'est même dans le mandat de la BCE, 2% d'inflation. Bon, bah ici, on voit qu'on est bien au-delà. Donc l'inflation qui était jusque-là jugulée, elle est largement au-delà des 2%, aussi bien aux États-Unis que dans la zone euro. Et donc, euh, et donc ça, c'est un problème. Et donc, c'est un problème à partir du moment où c'est pas suivi d'une croissance qui vient soutenir cette inflation. Est-ce que justement la croissance, est-ce que cette inflation est aussi suivie d'une croissance? Alors donc, la croissance, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle suit l'inflation? Bon, bah, si on regarde cette slide, la source c'est le Financial Times, tout sera en description de la vidéo. Bah, sur un glissement de 12 mois annuel, qu'est-ce qu'on voit au niveau mondial? On a l'évolution du GDP, hein, donc c'est le PIB, et l'évolution de l'inflation. Donc là, c'est pour les États-Unis, mais aussi on a aussi un graphique avec le niveau mondial. Alors mondial, comment on le représente? On le représente grâce à la parité de pouvoir d'achat monétaire constante. Donc l'idée c'est Et Jacques, si je oui. peux me permettre, est-ce que tu peux nous détailler, s'il te plaît, ce que tu entends, enfin, ce que tu veux dire par parité de pouvoir d'achat constant? Ah oui, exactement. C'est vrai que j'aurais dû le préciser. En fait, la parité de pouvoir d'achat, euh, monétaire constante, c'est un terme un peu abscon, un petit peu complexe, qui Hmm. veut simplement dire que qu'on est en train de mesurer des pommes avec des pommes et non pas des pommes avec des poires. Je m'explique en deux mots. Grosso modo, Ok. c'est un standard de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, il permet d'acheter, il permet tout simplement de mesurer ce qu'on peut acheter euh, avec une unité donnée. Bah, la parité de Ok. pouvoir d'achat permet de mesurer ça, et monétaire parce qu'il y a différentes zones économiques, et puis constante parce que c'est dans le temps. Donc voilà, c'est simplement un taux de conversion qui permet d'exprimer la même chose. Bon, alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que si on regarde ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années, grosso modo, donc pour les politiques monétaires des banques centrales, on a eu des politiques monétaires très accommodantes qui ont permis d'avoir des taux assez bas pour stimuler la croissance, mais ça a surtout stimulé, euh, ça a évité l'inflation, mais ça a surtout stimulé l'inflation des prix des actifs euh, et ça a fait augmenter la masse monétaire. Et actuellement, bah, du coup, on constate qu'on a une inflation qui est élevée, qu'une croissance qui est atone, un scénario de stagflation, et en plus de ça, les banques centrales ne peuvent pas intervenir pour racheter les dettes d'État et faire baisser leurs taux. Et donc ici, sur ce graphique, on voit que malgré le contexte actuel, on a des taux d'intérêt qui remontent et qui remontent extrêmement rapidement, à la fois aux États-Unis, en Europe et au Japon. Cadran, tu peux nous expliquer un peu, grosso modo, ces quatre cadrans assez simplement. Bon, on voit que il y a deux facteurs principaux, l'inflation, la croissance. Et en fait, c'est quoi? C'est en fonction de ces deux paramètres, on est dans une période économique différente. Enfin, tu peux te détailler un petit peu ça? Ah, exact, ouais. Alors en fait, tu l'as à peu près résumé, c'est l'idée. Alors il met en relation deux choses. Je vais quand même expliquer rapidement. Il met en relation deux choses que tu as évoquées. C'est d'un côté la croissance, en tout cas le Mhm. PIB, le growth dans l'axe des abscisses, et puis l'inflation dans l'axe des ordonnées.
Mais ce qu'il met en avant, c'est le fait que la croissance, elle accélère ou elle décélère, et le fait que l'inflation, le taux en gros Ah, d'inflation, ok. il décélère ou il accélère. Ok. Et donc, il y a notamment Bridgewater Associates, toutes les sources seront en description. Ben, ce cadran, il nous permet de nous positionner et de savoir à court terme en tout cas, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc c'est vraiment à court terme, hein. On rappellera jamais assez qu'à long terme, la bourse c'est ce qu'il y a de mieux, de plus performant, mais à court terme, ben, lorsqu'on est en situation de stagflation, hein, c'est ici, ce qu'on a en haut à gauche, ce qu'on vous a encadré, euh, ben, on a un petit problème parce que on n'a pas beaucoup de possibilités, si on regarde bien, à part détenir de l'or et Il y des a de matières. l'or. Voilà. Donc, il y a quoi d'autre? Ben, on peut avoir des dettes de pays émergents, mais enfin des spreads de dettes de pays émergents, mais on voit pas Hmm. beaucoup d'actions. Et surtout pas des Il y actions de a, croissance. il y a le cash, mais le cash, c'est un peu tout le temps, on va dire, une bonne chose, si je puis dire, mais Voilà, mais en tout cas, ça, le cash, bon, ça rapportera jamais grand-chose. Donc, ouais. le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'alternatives, en fait. Donc, alors, je sais pas si tu as de l'or chez toi, Marc, moi, j'en ai pas, mais en tout cas, sur ce cadran, on voit que dès qu'on s'intéresse aux actions, eh ben, il faut qu'on aille plutôt dans le cadran en haut à droite, avec, par exemple, les pays émergents, les equities des pays émergents. On a Hmm. aussi, sinon le cadran en bas à droite qui est très intéressant pour les developed equities, hein, les grandes actions des pays développés, hein, donc le S&P 500, ces choses-là. Mais par contre, là, on n'est pas dans le bon cadran si on veut acheter des actions. Donc, et le problème, c'est que nous, Ouais. c'est quand même une grosse partie de notre travail. Donc, du coup, on est en stagflation et donc ça, c'est ce qui se passe. Et si on veut faire de l'arbitrage, bah, du coup, on est obligé de faire en fonction de ce cadran. Mais ça, c'est à court terme. Et il faut savoir que peu importe le contexte, peu importe qu'on soit en stagflation ou pas, stagflation, récession plus inflation, je le précise, il y a quand même moyen, il y a quand même des possibilités, il y a toujours, on vous l'a marqué ici, en bas à gauche, en gros, en jaune, en surligné, en gras, il y a toujours des possibilités de trouver des titres ou des fonds qui sont investis dans des titres qui permettent d'investir au sein du contexte actuel. Et, regardez bien à l'écran, parce que après Marc il vous en reparlera peut-être un petit peu plus, mais on voit les commodities qui sont les matières premières dans ce cadran actuel. Et parmi les matières premières, il y a notamment le pétrole, ce genre de choses. Et puis on va en Oui. reparler un petit peu après. Donc même si on ne peut pas directement intervenir sur le marché des matières premières, on peut quand même, à travers les marchés actions, faire des choses. Il y a pas 36 000 solutions hein, quand on est en période de stagflation. Il y a soit on adopte une stratégie, donc on appelle ça la stratégie Buffett, donc stock picking ou sector picking, soit tout simplement on fuit les marchés actions. Voilà. Deux options qui sont ni bonnes ni mauvaises, ça va dépendre de vous, votre capital, votre appétit au risque, vos objectifs. Mais du coup, si on se concentre sur la solution du sector ou du stock picking, on se posait la question, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est le plus intéressant à faire dans un contexte? Avec un graphique qui remonte jusqu'à l'année, je vois 1900, donc on est vraiment sur un historique long. Et ce Voilà. qu'on a pu constater, nous, de notre analyse, c'est que lorsqu'on a un taux d'inflation qui est compris entre 4,1 et 7,4%, la rentabilité des actions a atteint 6,5%. Lorsque le taux d'inflation dépasse les 7%, les 7,4% exactement, là on a la rentabilité des actions qui s'effondre et qui tombe à 1,2%. Là on est bien dans une logique globale. Hein. Et quand l'inflation excède les 18%, alors là on perd de l'argent, enfin bon, là de manière il n'y a vraiment plus rien qui, qui peut permettre de battre l'inflation, action ou pas action, long terme, il faut vraiment que l'inflation descende pour que ça aille mieux. Quoi. Il y a aussi Donc du coup il y a on est aussi vraiment... Ouais, vas-y, dis-moi. ouais, excuse-moi, c'était aussi juste pour montrer qu'il y a quelque chose de flagrant, c'est que quoi qu'il en soit, même si on veut se tourner par exemple sur les obligations, à partir du moment où on commence à avoir un taux vraiment élevé, il y a le taux de 18%, même sur les obligations, on perd beaucoup, 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 parce que c'est des Ouais. rentabilités réelles qui sont à presque moins 25% aussi pour les obligations et moins 10 pour les actions. Ensuite, ici, on a un graphique qui nous montre le lien entre l'inflation et les secteurs qui tirent leur épingle du jeu lors d'une telle inflation. Et ce qui est intéressant, c'est que le secteur
qui tire son épingle du jeu est l'énergie. Pourquoi? Parce que les prix du baril de pétrole augmentant, ça vient augmenter donc les profits des entreprises pétrolières notamment. Il y a d'autres choses qui vont rentrer en compte. Il y a d'autres secteurs, les matériaux, le secteur financier. Il y a d'autres secteurs, mais l'énergie en tout cas est celui qui s'en sort le mieux à ce niveau-là. Surtout que pour l'instant, et en plus, notamment, je fais référence écho à ce que tu disais tout à l'heure sur, par exemple, la dette italienne, sur la montée des instabilités aussi, qui sont liées à tout ça. Pour l'instant, les taux d'intérêt, ils vont continuer très probablement d'augmenter. Et puis probablement que l'inflation va aussi continuer d'augmenter parce qu'il y a aussi des choses qu'on vous a pas montrées, mais il y a les prix à les prix de consommation, mais il y a aussi l'indice des prix à la production qui, eux, alors bon, Marc a des graphiques, etc., on vous en mettra à l'écran peut-être, mais qui sont plus élevés. Ce qui signifie que pour les entreprises, il y a des coûts qui sont pas encore répercutés sur les prix de vente finaux. Donc pour l'instant, les taux d'intérêt vont probablement continuer d'augmenter. Et puis bon, les taux d'inflation aussi. Donc, et comme le secteur de l'énergie il est corrélé avec tout ça, tant que ce patchwork qui reste là, bon, on va avoir des secteurs énergie qui va bien tirer son épingle du jeu. Ouais. Voilà. Bah voilà, maintenant, du coup, tu vas continuer sur la prochaine slide. Ok, alors du coup je vais prendre le relais là-dessus. Donc la slide d'ensuite, alors oui c'est sur du coup sur l'or noir, hein, parce que le secteur de l'énergie, alors donc Marc vous a bien détaillé comment évolue le secteur de l'énergie en fonction de l'évolution du taux d'inflation, des taux d'intérêt. Mais ce qui est intéressant c'est de regarder donc est-ce que ça a été comment le marché a anticipé tout ça et comment le marché a réagi. Et on voit que depuis le début de l'année, bon alors, il y a aussi le contexte, on va pas rentrer dans des débats géopolitiques et puis on va pas trop se lancer sur ce terrain-là, mais on remarque quand même que depuis le début de l'année, il y a à la fois pour le Brent et pour le WTI, alors on n'a pas le Dubai Light, mais on a quand même déjà un bon aperçu avec ces deux principaux euh, crude oil, donc pétrole brut. Là sur ce graphique, on voit l'évolution qui a été substantielle du prix des contrats futurs sur le pétrole, grosso modo depuis un an. Ensuite, le secteur de l'énergie, en France, on a voulu comparer au CAC 40. Donc, le secteur de l'énergie en France, il y a plusieurs entreprises, mais quand même Total qui est la majeure entreprise. Donc, on l'a comparé à l'évolution du CAC 40 et on voit qu'à court terme, encore une fois, parce que là, on est sur une échelle depuis janvier 2022, c'est une entreprise qui commence à avoir une performance qui remonte. On est à moins 15% sur le CAC 40, plus 15, même plus 16,2 sur Total Energy. Donc, il y a des signaux qui permettent d'affirmer que à très court terme, il y a des choses intéressantes qui se passent sur le domaine de l'énergie. En conclusion, je vais peut-être aborder le contexte global. Il faut d'abord se rappeler une chose quand même, c'est que actuellement, même si les marchés ont déjà pas mal dévissé depuis le début de l'année, on ne sait pas jusqu'à où ça peut aller. Ça peut encore perdre 10, 15%, on ne sait pas exactement. Personne ne le sait. Très difficile de faire des prévisions. Les grandes économies, on l'a vu tout à l'heure, en début de vidéo, elles sont face à une inflation qui est difficile à contrôler, qui sont avec une croissance qui est atone. Bref, et tout ça, ça nous amène à un scénario de stagflation, à la fois aux États-Unis, en zone euro. Et les politiques monétaires, elles peuvent plus être accommodantes, elles peuvent que être restrictives parce que l'inflation est très difficile à contrôler, la masse monétaire est devenue trop importante et donc du coup, ce sont pas les banques centrales qui vont venir éviter la récession, elles ne peuvent pas le faire parce que on risque dans ce cas-là d'avoir une inflation comme sous la République de Weimar, pour faire très simple, donc c'est pas possible. Donc pour l'instant, on est dans le fameux cadran de la stagflation qui est historiquement très mauvais pour les marchés actions. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a fait cette vidéo aujourd'hui en partenariat. Et puis Marc va vous donner quelques informations qui n'ont pas valeur de recommandation d'achat. Attention, ce sont des informations, des préconisations. Donc Marc, je te laisse peut-être enchaîner un peu sur la suite. Du coup, oui, on le rappelle bien, c'est pas des valeurs de recommandation d'achat, même si aujourd'hui on vous dirige beaucoup sur l'énergie. N'oubliez pas, quand vous investissez, c'est votre capital, il y a votre appétence au risque, il y a vos objectifs, il y a votre situation personnelle.
il y a un certain nombre de choses qui fait que investir, par exemple là dans l'énergie, c'est une bonne ou une mauvaise chose pour vous. Et puis nous, on n'a pas le titre officiel qui permet de faire des recommandations d'achat. Donc ça, c'était un petit aparté. On conseille donc de cibler des valeurs défensives actuellement. Comme on a pu le voir, c'est les valeurs, les secteurs qui tirent le mieux leur épingle du jeu, et des valeurs résilientes comme du coup on l'a abordé, le secteur du luxe. Des entreprises comme Total Energies, Sanofi, Chevron, ça rentre dans ce domaine. Sur le luxe, bien sûr du LVMH, du Hermès, des entreprises comme ça. Mais on rappelle, investir c'est le long terme. C'est vraiment au moins à 10 ans, parce que c'est la classe l'action et la classe d'actifs qui vous apportera la meilleure performance à long terme, donc au moins 10 ans. Je ne sais pas si tu veux parler des titres libellés en USD, en sachant qu'il reste 4 minutes. Voilà, c'est une remarque assez rapide, hein, mais c'est tout simplement, c'est juste pour faire écho au contexte actuel. C'est un autre élément assez important quand même de l'année 2022, c'est le fait que l'euro a atteint la parité pour la première fois avec le dollar depuis l'introduction de la monnaie commune en 2002. Et donc, ce qui se passe, c'est-à-dire que si vous êtes un investisseur en France de la zone euro et que vous voulez acheter par exemple des valeurs comme Chevron qui sont libellées en dollars américains, vous en aurez pas beaucoup pour votre argent. Pour 1 euro, vous aurez même pas 1 dollar. Par contre, donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut éviter, parce qu'avec le taux de change c'est tellement défavorable, il faut éviter d'acheter des titres peut-être en dollars. Mais par contre, si vous avez déjà des titres qui sont en dollars, si vous voulez les revendre, même un petit peu à perte, vous allez peut-être être gagnant parce que, évidemment, à l'inverse, avec 1 dollar, vous avez beaucoup plus d'euros maintenant qu'il y a un an. Donc, c'est l'idée. On va s'axer sur des sociétés dont le ratio, résultat d'exploitation sur dette, est inférieur à 3 au max. Pourquoi? Parce que quand on est très endetté, dans un contexte avec des taux d'intérêt élevés, c'est compliqué d'emprunter plus. Donc on va éviter ces entreprises-là. Réallocation et arbitrage du portefeuille une fois le contexte économique exceptionnel qui va s'estomper. Donc là, on va plutôt aller sur du court terme, alors que quand ça sera terminé, on va changer, on va réallouer ses actifs. Et enfin, voilà, c'est une analyse instant T, mais on ne connaît pas l'évolution future du marché, donc on reste toujours sur nos gardes, si je puis dire. Écoutez, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On espère vraiment que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. Bien sûr, mettez-nous en commentaire toutes vos recommandations, vos avis, si ça vous a plu ou non. Si c'est le cas, mettez-nous des pouces bleus. Jaco, je te laisse finir la vidéo. Écoute, je pense que tu as dit l'essentiel. En tout cas, si le format il vous a plu, comme l'a dit Marc, mettez-nous ça en commentaire. Si vous avez des suggestions à nous faire également, précisez-les. Et puis surtout, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne de Marc, puisqu'il y a des vidéos qui sont très liées finalement à celles qui ont été évoquées. Yes, donc c'est un format, je ne sais pas si on en refera souvent, on verra si cette vidéo marche bien, pourquoi pas. C'est un format qui demande quand même beaucoup de travail pour nous. Néanmoins, c'est la première fois qu'on le faisait, c'est aussi pour ça que c'était un peu une plus grosse charge pour nous. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, maintenant qu'on commence à prendre le coup de main, peut-être qu'on en fera plus. Voilà, écoutez, n'hésitez pas vraiment, encore une fois, à faire le tour sur la chaîne de Jacques, la mienne si ça vous intéresse. Encore une fois, à vous abonner, à faire péter les pouces bleus. On espère que ça vous a plu. Écoutez, nous en tout cas, ça a été intéressant de faire ce point. On espère que ça vous aidera. C'est aussi quand même le plus important, c'est que ça soit une vidéo qui vous soit utile. Donc je vous dis merci, à bientôt, merci. Et puis voilà, je te laisse conclure. Je te laisse. La conclusion, elle est déjà faite. Donc on vous remercie en tout cas. Si ça vous a plu, tant mieux. Et puis écoute, je te remercie Marc. Merci à toi. Et puis à bientôt. je te dis à bientôt. Et puis je salue les abonnés de ta chaîne. Moi aussi. Ciao.